débat. Avant que le débat proprement dit ne commence, je voudrais donner la parole à Santiago Artoski, président d'Atlas, qui a un communiqué à vous lire. Bonjour à tous. Alors, je vous lis ceci au nom d'Alix Parodi qui ne pouvait pas rester avec nous aujourd'hui. Et c'est une déclaration qui a été faite par Le Pen, donc le Poet, Essayist and Novelist, et qui a diffusé le plus amplement possible. Et voilà, je vous lis donc la chose. Déclaration de Québec sur la traduction littéraire, les traductrices et les traducteurs. La traduction littéraire est un art de passion, porteuse de valeurs d'ouverture. Elle permet d'aspirer à l'universel et elle est le vecteur privilégié du dialogue entre les cultures. Elle est un gage de paix et de liberté, ainsi qu'un rempart contre l'injustice, l'intolérance et la censure. Les cultures ne sont pas égales devant la traduction. Certaines traduisent par choix, d'autres par obligation. La traduction va de pair avec la défense des langues et des cultures. Les traductrices et les traducteurs, respectueux des auteurs et des œuvres originales, ne cherchent toutefois pas qu'à reproduire un texte. À titre de créateurs de plein droit, ils le prolongent, le font avancer. Plus que des messagers, ils portent la voix des autres sans pour autant perdre la leur. Défenseurs de la diversité linguistique et culturelle, ils s'engagent notamment auprès des auteurs de l'ombre, des styles et des groupes marginalisés. Les droits des traductrices et des traducteurs doivent être protégés. Les instances gouvernementales, les maisons d'édition, les médias et les employeurs doivent reconnaître et nommer clairement les traductrices et les traducteurs, respecter leur statut et leurs besoins, leur assurer une juste rémunération et des conditions de travail dignes, et ce, quel que soit le support utilisé, papier, numérique, audio, vidéo. L'intégrité physique et la liberté d'expression des traductrices et des traducteurs doivent en tout temps être assurées. En tant qu'auteurs de création dotés d'un savoir-faire qui les distingue, les traductrices et les traducteurs doivent être respectés et consultés pour toute question relative à leur travail. Les traductions appartiennent à celles et à ceux qui en sont les auteurs. Voilà, donc vous trouverez ça sur notre site, sur le site de la TLF, et n'hésitez pas à le diffuser. Merci beaucoup. Je cède maintenant la place au petit Nicolas. Voilà, donc bienvenue à cette dernière table ronde des Assises, mais non pas le dernier événement, vous le savez, après nous aurons un retour sur l'ensemble des Assises et un propos de clôture et d'ouverture de Heinz Wiesmann. Vous le savez peut-être si vous suivez les Assises depuis quelques années, nous avons pris l'habitude d'avoir un format qui est une table ronde que de notre jargon interne nous appelons d'extraduction. Ce que ça veut dire, c'est que nous choisissons un texte très diffusé et nous invitons les différents traducteurs de ce texte dans différentes langues. Et en général, il s'agit de traducteurs étrangers. Cette volonté que nous avons eue de poursuivre ce principe, qui nous paraît intéressant, puisque c'est une table ronde un peu comparatiste, nous a rencontré cette année un projet qui était en cours et qui est toujours en cours, un projet pharaonique qui est de traduire le Petit Nicolas dans les 75 langues de France. Nous verrons plus tard, j'y reviendrai, qu'est-ce que c'est une langue de France. Il y a aujourd'hui 10 traductions qui sont parues, et il y en a 7 qui sont en cours de publication, les 7 langues doc. Et il nous a paru effectivement intéressant de croiser ces problématiques, et ce qui nous ouvre sur une table ronde qui sera sans doute double, et tout l'enjeu, ça va être de faire en sorte que les deux parties se nourrissent l'une l'autre. Effectivement, nous allons parler du Petit Nicolas et ses différentes traductions, alors dans l'ordre alphabétique en arabe maghrébin, et puis en provençal, et enfin en yiddish. Et nous allons également nécessairement parler des aspects culturels et voire politiques de cette entreprise, parce que dans la plupart des cas, on traduit un livre pour le faire connaître. On traduit pour faire connaître un livre, plus exactement. Or ici, on peut se demander si le public qui est visé
n'est pas déjà un public francophone. Donc on traduit plutôt pour faire connaître une langue que pour faire connaître un livre. Et cette inversion de la perspective ouvre toute une piste de réflexion que nous allons développer ensemble, enfin j'espère. Et je vais donc rentrer dans le vif du sujet en vous disant deux mots de cette œuvre majeure de René Goscinny, qui est un auteur qui a marqué la langue française, non seulement parce qu'il est l'auteur du Petit Nicolas, mais il est l'auteur d'un certain nombre d'expressions qui sont vraiment rentrées dans nos usages courants. Lucky Luke, l'homme qui tire plus vite que son ombre, Is No Good, qui voulait être calife à la place du calife. Et dans Astérix, il y en a encore beaucoup plus. Il y a le petit village gaulois qui résiste encore et toujours à l'envahisseur, qui constitue presque un fondement de l'identité française. Il y a être tombé dedans quand on était petit, il y a ils sont fous ces Romains, etc. etc. Donc Goscinny, contributeur de l'identité française, est un auteur qui a passé, ça je l'ai découvert en m'intéressant à la question, son enfance et son adolescence en Argentine, et qui a commencé sa vie professionnelle à New York, dans le magazine Mad. Voilà. Donc nous traduisons ici le Petit Nicolas, qui est un écolier universel, mais qui en même temps est très ancré, à la fois dans la société qui est celle qui était la sienne au moment où Goscinny l'a écrit, très ancré dans son temps, nous allons l'entendre. Les histoires du Petit Nicolas sont parues à parution hebdomadaire entre 1959, je crois, et 1964, dans Sud-Ouest Dimanche, et puis ont été reprises au fil de rééditions successives. Donc il y a toutes les questions que nous allons développer autour de comment traduit-on un petit écolier des années 50 ou 60. Voilà. Et ensuite, je l'ai dit déjà, nous allons nous intéresser à la question de l'enseignement des langues régionales et la façon dont la traduction peut y contribuer. J'ai aussi évoqué l'actualité politique, la dimension politique. Vous le savez sans doute peut-être ou peut-être pas. La France a signé, il y a déjà un bon moment, la Charte européenne des langues minoritaires et régionales. Il était question ces derniers jours, ces derniers mois, de la ratifier. Or, cette ratification a été enterrée le 27 octobre dernier, donc il y a à peine 2 semaines, par un vote du Sénat qui a posé une question préalable de constitutionnalité, qui a donc fait que le débat parlementaire sur la révision constitutionnelle nécessaire à la ratification de cette charte n'aura pas lieu. Voilà, cette charte est une charte qui est promue par le Conseil de l'Europe, que 25 pays, je crois, européens ont signé, ont ratifié. Et voilà, nous aurons également l'occasion de nous interroger de pourquoi il est aussi problématique aujourd'hui de ratifier cette charte. Alors les problématiques sont différentes, singulières. Nous allons pouvoir l'entendre entre l'arabe maghrébin, qui est numériquement la deuxième langue parlée en France, le yiddish, qui est, je dirais, une langue de mémoire, et le provençal, et dont nous sommes particulièrement heureux de pouvoir parler aujourd'hui, parce qu'on ne parle pas assez le provençal aux assises, alors qu'Arles est l'épicentre du provençal. Frédéric Mistral a eu le prix Nobel en 1904 et a été le fondateur du Félibrige, et donc c'est l'occasion de rattraper une lacune. Bon, donc les problématiques sont singulières, je le disais, elles font l'objet d'une préface dans chacun des ouvrages que vous avez traduits, et donc je vais commencer par vous présenter nos invités. Je vais prendre, là encore, pour suivre l'ordre alphabétique, pour être le plus arbitraire possible, je vais commencer par vous présenter Dominique Cobet. Vous êtes professeur des universités d'arabe maghrébin à l'INALCO, où vous dirigez le CREAM. Je ne sais pas s'il faut le dire CREAM. CREAM, c'est mieux que CREAM. Voilà. Bon. Et je précise que vous avez dirigé donc, le volume, mais que les traductions sont de Abdelwahid Fayala, Amin Hama et Jihan Madouni Lapère. Vous nous expliquerez tout à l'heure pourquoi ils sont 3. Votre domaine de spécialité est l'arabe marocain. Vous avez également travaillé sur les mélanges de langues entre le français et l'arabe algérien et sur les changements de statut de l'arabe maghrébin au Maroc et en France, où il est devenu l'une des langues de France. Vous avez écrit l'arabe maghrébin, paru chez Peters en 1993,
un autre ouvrage qui s'appelle Les mots du bled, les artistes ont la parole, paru en 2004, et de nombreux articles sur la place de l'arabe maghrébin sur la scène culturelle française. Michel Alessio, à côté de moi, vous êtes né à Marseille, vous avez grandi en Haute-Provence, vous travaillez aujourd'hui au ministère de la Culture à Paris, à la délégation générale à la langue française et aux langues de France, où vous êtes chef de la mission Langue de France, justement. Vous avez contribué à divers ouvrages sur les langues de France, l'orthographe et les évolutions du français contemporain, et vous avez, vous aussi, traduit du yiddish, je dis vous aussi, puisque nous allons ensuite parler de Gilles Rosier, et vous avez traduit un ouvrage qui s'intitule « La langue des Juifs du pape » de Zosa Tchaïkovski. Voilà. Chez Ventéral, publié en 2010. Gilles Rosier, vous êtes né à Grenoble, après des études à l'ESSEC, vous avez appris l'hébreu puis le yiddish, langue que vous avez entendu parler dans votre famille maternelle. Je tiens tous mes renseignements de la petite biographie qui est dans votre ouvrage. Vous avez soutenu un doctorat de littérature yiddish à l'Université Paris 7. Vous êtes directeur de la bibliothèque MEDEM, aujourd'hui intégré à la Maison de la Culture Yiddish à Paris, depuis 1994. Et vous êtes également enseignant de yiddish et traducteur de yiddish et d'hébreu. Vous êtes rédacteur de la revue Gilgulim, ce qui veut dire Métamorphose, revue yiddish de création littéraire, et auteur d'un récit et de 6 romans, les 5 premiers étant parus chez De Noël et le dernier d'Un pays sans amour chez Grasset. En tant qu'auteur, vous êtes traduit dans une douzaine de langues et vous-même avez traduit, pour ne citer que vos traductions du yiddish, Avram Sutzkever, Tzila Dropkin, Chil Reichmann, Esther Kreitmann. Enfin, vous avez traduit vers le yiddish 8 histoires du petit Nicolas avec votre co-traductrice Sharon Bar-Korva. Jean-Paul Demoule, vous êtes archéologue de renom, fondateur de l'Institut national des recherches archéologiques préventives, l'INRAP, dont vous avez été président de 2001 à 2008. Vos travaux d'archéologue portent notamment sur les sociétés de l'âge du fer, mais aussi sur l'histoire de l'archéologie et son rôle social, ou encore sur ses constructions idéologiques, et à ce titre sur le problème indo-européen. Votre dernier ouvrage, Mais où sont passés les Indo-Européens, le mythe d'origine de l'Occident, paru l'année dernière, a beaucoup fait parler de lui pour remettre en question, notamment les thèses de Dumézil. L'ouvrage précédent, On a retrouvé l'histoire de France, paru en 2012, est un ouvrage de vulgarisation très accessible qui procède lui aussi à une relecture de l'histoire de France à la lumière de l'histoire matérielle, qui est celle de l'archéologie. On peut se demander, je pense que certains d'entre vous se demandent ce que vous faites autour de cette table puisque vous n'êtes pas traducteur, mais vous vous êtes intéressé de près à l'archéologie des langues. Vous êtes notamment l'auteur d'une introduction à un ouvrage collectif intitulé Origin and Evolution of Languages. Par ailleurs, vous tenez un blog et vous suivez de très près l'actualité autour de la ratification par la France de la Charte européenne dont j'ai parlé tout à l'heure et dont il sera question dans ce débat. Voilà. Alors, au cours de ces assises, nous avons entendu que écrire les voix de l'enfance, c'est se poser la question de l'articulation entre l'oral et l'écrit, du passage de l'un à l'autre. Et il y a pour ça plusieurs démarches d'écriture qui coexistent. On peut tendre l'oreille à l'intérieur de soi, à l'enfant qui est en soi, pour ses retrouvailles en temps décalé, comme disait Sylvie Germain dans sa conférence inaugurale, ou alors tendre l'oreille à l'extérieur et écouter d'autres enfants qui vivent autour de soi, et essayer de reconstruire une vraisemblance par un artifice d'écriture, ce qui semble être plus la démarche de René Goscinny. Quoi qu'il en soit, il y a toujours un écart entre ce que l'écriture peut capter de cette oralité. Il y a presque, j'oserais dire, une perte nécessaire, c'est-à-dire que jamais aucune écriture ne pourra rendre chaque inflexion d'une voix, mais il y a dans cette réduction, il y a un creux qui laisse la place au lecteur pour qu'il puisse faire son travail de lecteur. Et il se trouve qu'on l'a souvent évoqué, le traducteur est un hyper-lecteur. Et comme l'acteur qui interprète un texte, il peut avoir besoin de faire le chemin inverse pour essayer de s'approprier le texte, de l'écrit vers l'oral, pour interroger ce qui a précédé l'écriture, l'oralité. Il a besoin peut-être de retourner à l'oralité pour retourner ensuite à l'écrit, faire cet aller-retour. Et ces voyages-là, cette navette entre l'écrit et l'oral, nous apprenons justement à les faire, ces voyages, en allant à l'école. On y apprend à déchiffrer à haute voix, à formuler ses pensées et à les coucher sur le papier. Enfin ça, c'est ce qu'on se dit quand on est parent, quand on est
quand on est enseignant, quand on est inspecteur ou ministre de l'Éducation, autant de personnages qui interviennent d'ailleurs dans le petit Nicolas. Mais quand on est enfant et qu'on a entre 6 ou 9 ans, on va dire, qu'on s'appelle Nicolas ou Nicolas ou Nicoline ou Nicolas Zig, on va plutôt à l'école pour d'autres raisons, à vrai dire. Et ces raisons-là, et c'est par là que je voudrais commencer, c'est les copains. Donc ma première question va porter sur les copains et sur leur nom, puisque c'était aussi une des choses sur laquelle on a ouvert les assises, les noms. Et la liste des noms des personnages, c'est l'une des tâches importantes du traducteur du petit Nicolas, parce que cette liste, elle est à la fois cocasse et très datée et singulière. Je ne sais pas si tout le monde a lu le petit Nicolas, mais il s'appelle... Nicolas, il a un nom tout à fait courant, qui est à la fois courant dans les années 50 et aujourd'hui. Mais autour de lui, il s'appelle Alceste, Eudes, Geoffroy, Agnan, Marie-Edwige, Joachim, Clotaire, Rufus. Rien que de les lire, ça fait déjà rire quelques-uns. Donc, c'est rien de très commun en fait pour des personnages qui sont créés en 59. Donc, quand on y pense comme ça avec un regard d'adulte, on se dit oui, mais c'est des consonances qui sont grand siècle, ou enfin Alceste, voilà, on pense à Molière. Et puis même les autres, c'est encore plus ancien, c'est-à-dire c'est médiéval, ou alors c'est même franc ou romain pour Rufus. Enfin voilà. Donc, ça pose tout de suite une question de traduction. Et pour commencer à vous passer enfin la parole, après cette introduction, je voudrais vous poser la question, comment vous avez résolu la question? Et puis pour illustrer le propos, ben, voilà, ils sont là. On a aussi besoin des dessins de Sampé pour avoir toute la dimension de ce livre. Alors, je passe la parole, ben, on va la faire circuler comme ça, Michel Alessio. Oui, merci bien d'abord Nicolas lui-même. En fait, alors, l'occitan, Languedoc, vous savez, il y a toute une histoire autour déjà de la nomination de cette langue, comme c'est souvent le cas pour les langues minoritaires, enfin disons malmenées par l'histoire. Enfin bon, moi je dis occitan provençal, puisque cette édition du petit Nicolas connaîtra plusieurs versions, occitan provençal, languedocien, auvergnat, limousin, gascon. Voilà, bon, enfin non, mais sans a priori particulier, il me paraît pratique de parler d'occitan et ou de provençal de manière simple. Bref, alors en occitan c'est Nicolaou en général avec donc une diphtongue finale, avec une particularité peut-être à l'est du Rhône, c'est le premier phonème en fait, c'est pas Nicolaou, c'est Miculaou, je ne sais pas pourquoi. J'ai appris hier soir avec une traductrice hongroise qu'en hongrois aussi, il y avait cette bizarrerie, c'est Miklos et non pas Niklos. Bref, donc Miculaou, voilà pour le nom du petit héros. Sinon pour les autres, eh bien, moi je m'en suis tenu pour l'essentiel à une adaptation simplement à la phonologie du provençal des noms tels qu'ils étaient donnés, y compris avec leur caractère un peu ancien, médiéval, un peu, disons-le, un peu nordique pour des méridionaux, en particulier avec cette première syllabe imprononçable, mais enfin, là aussi, c'est une diphtongue en provençal, ça donne Eudé, voilà. Ensuite, alors Geoffroy, là c'est intéressant, effectivement ça fait aussi beaucoup nord de la Loire, mais curieusement sous la forme Geoffrey. En fait, nous avons là le nom tout trouvé de Geoffroy. Je rappelle que Geoffrey, c'est notamment Geoffrey Rudel, un des plus célèbres troubadours occitans. Aignan, c'est Agnan, simplement. J'aurais pu dire Ignan aussi. Non, je crois que c'est Ignan finalement que j'ai choisi. Alors là, une petite anecdote rapide. Vous savez qu'il y a ce qu'on appelle parfois des mécoupures dans la transcription des noms de lieux. Et vous avez par exemple le Saint-Chinian. Saint-Chinian, en fait, c'est une mauvaise transcription de Saint-Ignan, Saint-Aignan, n'est-ce pas? On le voit tous les jours. On le voit et on le voit tous les jours, voilà. Voilà, donc Ignan pour Aignan, Clotaire, alors ça c'est Cloutari aussi, n'est-ce pas, je reste dans le... Et Rufus, bon, pour Rufus, j'en oublie peut-être un ou deux. Marie Oevige, on évite les heures de consonnes en occitan, ça c'est un peu compliqué, Evige, voilà, comme ça simplifie les choses. Voilà.
Parfait. Pas de heure de consonne. Dominique Aubet. Alors, pour l'arabe maghrébin, c'est un peu compliqué et on a joué le compromis sans arrêt. Donc, d'abord, la première question, c'était est-ce que le petit Nicolas doit s'appeler le petit Rachid ou pas? Ça aurait été une possibilité. Bon, finalement, c'est le seul nom qu'on a gardé et on l'a appelé le petit Nicolas. Bon, Nicolas Srer, le petit Nicolas. Donc, vraiment, Nicolas le petit, quoi. Donc, ensuite, on avait un problème puisque, en fait, l'arabe maghrébin, en tant que tel, c'est une réunion de langues, on va dire. C'est-à-dire que dedans, pour ce qui est des langues de France, il y a le marocain, l'algérien et le tunisien. Alors, d'ailleurs, on est une exception dans cette collection, c'est que pour ne pas faire de jaloux, on a traduit 9 histoires, 3 dans chacune des variétés ou des langues. Oui, j'ai oublié de préciser que le corpus varie entre 6 et 9 histoires, mais que les 6 histoires, en tout cas, sont communes à toutes les traductions. Voilà. Donc, pour ce qui est des prénoms, donc on a, moi je dirais poussiéreux, on peut dire comme on veut, ridicule un petit peu. On a eu un mal fou à s'accorder entre les trois. Ce qui était ridicule au Maroc était tout à fait normal en Tunisie ou l'inverse. Donc ça a été plusieurs mois d'échanges par mail, de listes. Je ne sais pas si elle est là, la liste que j'avais faite, le tableau avec oui. toutes les possibilités. C'était vraiment... Ça, c'est le résumé, par exemple. Là, voilà, donc vous voyez les hésitations. Alors après, on a cherché un petit peu ce qui caractérisait les personnages. Par exemple, Eudes, je pense que c'est le grand gros brutal, c'est ça? Oui, c'est celui qui tape sur le nez des autres. Qui tape sur tout le monde. Donc on lui a donné un nom, bon, qui est Antar, qui est un héros mythique, enfin qui bat tout le monde, qui est un héros. Donc voilà. Après, Marie-Edwige, on a cherché un prénom féminin, mais c'est très délicat parce que les prénoms des enfants au Maghreb, par exemple, sont donnés comme le prénom de la grand-mère ou un truc comme ça. Donc la notion de ridicule, elle n'existe pas vraiment. Donc on l'a appelée Zoulikha, bon, juste pour le son, pour un nom un peu... Mais bon, ça peut être ridicule pour nous, pas du tout pour la gamine qui va naître demain, qui va s'appeler Zoulikha parce que sa grand-mère s'appelait comme ça. Je vous demande de faire attention, ma mère s'appelle Edwige. Ben, je ne vais pas m'étendre en excuses, mais bon, voilà. Après, Agnan, c'est le fort en thème. Hein. Agnan, c'est le fort en thème. Donc là, on lui a choisi un nom qui a un sens, El Fahem, ce qui veut dire celui qui comprend. Hein. Donc, mais c'est un prénom qui existe, donc voilà. On a joué là-dessus. Geoffroy, c'est le gosse de riche. Alors, on l'a appelé Samy. Et là, il y a eu énormément de discussions sur Samy, parce que c'était... Pour le Maroc, c'était un gamin qui était moins viril que les autres, on va dire, moins garçon manqué. Mais bon, après, voilà. Après Clotaire, on l'a appelé Sbury. Juste pour la sonorité était aussi un peu important. Puis il n'y a pas vraiment de sens précis. Par contre, là où on s'est amusé, c'est les noms des autres, des adultes. Monsieur Dubon. Donc on l'a appelé Si Lahlo. Lahlo, ça veut dire celui qui est gentil, qui est doux, sucré, etc. Et il y a Monsieur Blédur. Alors là, on l'a appelé Si Gemha. Gemha est un nom qui existe, mais le mot Gemha, ça veut dire aussi le blé dur. Donc, et il y avait Léon Labière. Alors pour Léon, on l'a appelé Boucheib, juste un prénom un peu ridicule, et on l'a appelé Boubirra. Le birra, c'est la bière en arabe marocain. Donc ça donne Bouchaïb, Boberra. Et on va en parler parce que tout à l'heure on va lire des choses comme ça. Après pour les noms de lieux, bon la Côte d'Azur, tout ça on n'a pas traduit, mais Bain-les-Mers, on s'est fait plaisir, on l'a appelé Hammamet. Voilà. Après il y avait aussi, je ne sais pas si on va en parler, tous les noms de nourriture. Ça c'est pas du tout évident parce que le saucisson et tout ça adapté en... et donc, il y a des saucissons qui existent, du saucisson de bœuf ou de choses comme ça. Donc, saucisson, on l'appelait le kasher. C'est comme ça qu'on désigne, parce que beaucoup les Juifs devaient faire ce saucisson-là au Maghreb. Donc, jusqu'à maintenant, on va au Maroc, dans les grilles, on commence kasher ou bien saucisse. Mais étant donné qu'on sait que saucisse au kasher, c'est pas du cochon, quoi. Voilà, etc. Donc ça, c'était mais vraiment des sacrées discussions.
Gilles Rosier. Alors, en ce qui nous concerne, on avait commencé par yiddishiser les prénoms, en se rapportant à une tradition de la littérature yiddish, qu'elle soit pour enfants ou pour adultes. Dès le Moyen-Âge, il y a eu des romans de chevalerie en yiddish qui étaient très souvent des calques des romans de chevalerie de l'Europe médiévale, mais où les personnages n'étaient pas tels chevaliers qui partaient aux croisades, mais le prophète Samuel, le roi David, etc. Donc la tradition d'enjuiver les héros est une tradition très ancrée. Il y a aussi, à la fin du 19e siècle, au début du 20e siècle, tous les grands romans de l'époque, enfin pas les grands romans de l'époque, mais certains textes de l'époque, où les héros, par exemple, il y a une pièce de théâtre qui s'appelle Der Jiddischer King Lear, le roi Lear juif. Donc on s'était dit que c'était une bonne idée, et Aymar du Châtenay, l'éditeur, nous a dit « Je veux Nicolas dans le titre ». On avait l'intention d'appeler, plutôt que de l'appeler Der Kleiner Nicolas, on voulait l'appeler Der Kleiner Neuer. Neuer étant le prénom yiddish qui correspond au Noé français, le Noé du déluge, Noach en hébreu. Et donc, à partir du moment où on était confronté au fait que Nicolas devait s'appeler Der Kleiner Nicolas, à ce moment-là, tous les prénoms qu'on avait imaginés, Eudes, qui est absolument imprononçable en yiddish, puisqu'il n'y a pas de E en yiddish, donc, ou Agnan, qui est aussi imprononçable en yiddish, puisqu'il n'y a pas de nie en yiddish, donc il fallait l'appeler autrement. Eh bien, ça tombait d'une manière ou d'une autre. On voulait les appeler Avraimo, Yankele, etc. Et donc, on a décidé tout bêtement de garder les prénoms tels qu'ils sont dans l'original, parce que de toute façon... Et en même temps, il y avait une raison aussi, c'est que quand les Juifs d'Europe de l'Est sont arrivés en France, quand ils s'appelaient Avraimo, ils se sont fait appeler Albert, à cette génération, entre les deux guerres. Quand ils s'appelaient Malke, ils se sont fait appeler, qui veut dire reine, ils se sont fait appeler Régine, etc. Donc on s'est dit, après tout, le yiddish a l'habitude de prendre des prénoms français pour désigner des gens qui, le jour de leur naissance, portaient le nom de la grand-mère ou du grand-père, donc portaient des prénoms yiddish. Donc après tout, ça fait sens aussi. Merci. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qui fait, selon chacun de vous, le style particulier de René Goscinny, et qu'est-ce qui fait quelles sont les difficultés particulières que ce style, ou d'autres difficultés que vous avez pu rencontrer, enfin que ce style vous a causé. Je songe en disant ça à ce que nous avons entendu lors de la table ronde où il était question de Mark Twain et où il était question du marqueur d'un style enfantin qui était la répétition des « et », qui en même temps était une caractéristique de la littérature anglaise, anglo-saxonne. C'est vrai qu'en le lisant en français, tout de suite, on est frappé par la cascade de connecteurs logiques. Il n'y a pas que les « et », il y a les « parce que », et comme si toutes les pensées du petit Nicolas se bousculaient pour trouver un chemin le plus rapide possible vers la bouche, et tout ça conduit à une imitation du réel qui fonctionne. Alors comment faire? Est-ce que ça pose des questions particulières? On sait qu'il y a plus de « et » en anglais qu'en français. Est-ce qu'à l'inverse, il y a des langues parmi celles vers lesquelles vous avez traduit qui fonctionnent différemment? Ou est-ce que la difficulté n'était pas là, il y avait d'autres difficultés? Michel Alessio? Bon, d'une manière générale, j'ai essayé... alors, on ne va pas relancer la question de la fidélité en traduction. Malgré tout, là où il y avait des de les reprendre, je considère que ça fait partie du langage du petit Nicolas. Et je ne vais pas chercher à gommer, à effacer quoi que ce soit. Alors, il y a quelque chose d'un peu particulier peut-être avec une langue qui a une longue tradition littéraire, certes, mais qui a été complètement occultée, recouverte, comme l'occitan, et qui finalement est plutôt perçue aujourd'hui comme une langue exclusivement du domaine du parler quotidien, et très peu passé à l'écrit, même si évidemment depuis quelque temps il y a tout un effort de relégitimation par l'écrit de la culture de la langue occitane.
Malgré tout, ça pèse sur le traducteur, cette réalité qu'en fait, le provençal, c'est essentiellement quelque chose qu'on a dans l'oreille, en réalité. Pour toutes les raisons bonnes ou mauvaises que l'on connaît. Il y avait donc, à partir d'une langue de très haute tradition écrite, je rappelle que, par exemple, dans notre pays, lorsque les premières chartes ont abandonné le latin, ce n'est pas pour le français, c'est dans le sud pour l'occitan, par exemple. C'est un siècle avant des écrits en français, on avait des écrits en occitan. Et puis tout ça a été complètement balayé. Bref. Et alors, cette espèce de poids du parler dans la langue, là, ça pouvait me rendre service. Je me suis efforcé de mettre à l'écrit ce qui me paraît correspondre à une modalité, la modalité essentielle, régulière, normale, traditionnelle de l'Occident provençal. C'est-à-dire, effectivement, oui, autant que possible, quelque chose de parler. On va en avoir une illustration tout à l'heure. Dominique Coubet. Alors, oui, vaste question, puisque l'arabe maghrébin, si on veut, ou prenons l'algérien, le marocain ou le tunisien, sont des langues qui n'ont pas de codification officielle, qui ne sont pas reconnues, sauf en France, finalement. Qui n'ont pas de reconnaissance, y compris dans les modifications récentes des constitutions des pays. Par exemple, le berbère, qui est une langue de France aussi, a été reconnu en Algérie et au Maroc, mais pas l'arabe marocain ni l'arabe algérien. Donc ce sont des langues qui ont été écrites de tout temps, mais par des gens qui les écrivaient avec l'orthographe qu'ils avaient, la graphie qu'ils avaient à leur disposition. Par exemple, s'il y avait besoin de noter quelque chose en arabe marocain et que la personne savait lire l'arabe classique, il allait utiliser la graphie arabe. Si c'était un juif qui savait lire l'hébreu, il allait écrire l'arabe maghrébin en graphie hébraïque. Si c'était quelqu'un plus récemment qui avait été à l'école française en Algérie, comme Kateb Yassine ou quelqu'un comme ça, et d'autres instituteurs kabyles, ils allaient utiliser une adaptation de l'orthographe française. Voilà. Donc ça, c'était les traditions d'écriture, mais bricolées. Hein. Et là, il y a une nouveauté, c'est qu'il y a eu un bricolage qui s'est effectué sur Internet. Mais donc un passage à l'écrit sauvage, non institutionnel, mais massif, c'est-à-dire que c'est des millions et des millions de pages tous les jours qui sont écrites. Alors pendant des années, pendant une dizaine d'années, ça a été écrit uniquement avec la graphie latine, parce que les téléphones portables et les ordinateurs n'avaient pas les claviers arabes, ou les gens ne savaient pas taper. Maintenant, c'est écrit avec la graphie arabe. Alors, donc, on a utilisé deux graphies, la graphie arabe, qu'on a aménagée à notre façon, en tirant vers l'arabe littéraire, puisqu'on partait du principe que cette version-là était destinée à des gens qui savent déjà lire l'arabe, qui sont très minoritaires en France, très minoritaires en France, mais au moins, s'ils veulent le lire, ils peuvent la lire. Et puis une graphie qui mélange, si on pouvait avoir qui mélange les habitudes d'Internet, c'est-à-dire qu'il y a au moins 3 lettres qui sont écrites avec des chiffres. Mais ça, c'est tous les pays arabes. Hein. Par exemple, le ha, et la lettre, le 7, ressemble à la lettre arabe. C'est le ha, le 7. Le ha, la lettre arabe ressemble au 3. Et le qa, la lettre arabe ressemble au 9. Il y en a plus comme ça qui sont utilisés, mais ça, c'était les 3 principales. Donc voilà ce qu'on a fait pour le passage à l'écrit. Après, pour ce qui est du style et tout ça, on n'a eu aucun mal à restituer du style oral, parce que c'était tout à fait naturel. Et de plus, en arabe, il n'y a pas de ponctuation. En arabe, traditionnellement, c'est ou, c'est-à-dire et, sans arrêt. Normalement, il n'y a ni point ni virgule. Donc, bon, là, on a mis des points pour que ça soit compréhensible, des virgules, des points d'exclamation, etc. Mais quand c'était un long passage, apparemment, on va en lire un tout à l'heure, on a mis des et voilà. Ce qui est intéressant à souligner, c'est que c'est apparemment le tout premier ouvrage papier qui utilise cette translittération. Voilà, c'est ça. Autant il y a des écrits extrêmement nombreux, donc comme je le disais, sur écran, enfin sur clavier, autant les imprimeurs sont totalement réticents
à les mettre sur papier. Et Aymar du Châtenay, donc, qui a été d'accord pour qu'on le fasse. Donc c'est une première, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est quand on le met, bon, nous on a fait dans les mains de jeunes entre, je sais pas, l'âge de l'école jusqu'à 35 ans, au Maroc, ils le lisent directement à une vitesse, alors que normalement il faut un temps d'adaptation, il faut s'apprendre à lire, et là ils le lisent directement, quoi. Merci. Gilles Rosier. Alors, il y avait un exemple que je reviens sur la question précédente, qui m'est sorti de l'esprit tout à l'heure, la traduction yiddish de Robinson Crusoe. En fait, dans Robinson Crusoe, le personnage de Vendredi est traduit en yiddish par Shabbes, c'est-à-dire Shabbat, pour vous donner un exemple comme ça. Et donc, pour cette question, le yiddish, c'est sensiblement différent des deux autres langues dont on a parlé. C'est que c'est à la fois une grande culture orale, puisque le yiddish était parlé avant la Seconde Guerre mondiale par 11 millions de personnes dans le monde, qui était vraiment la culture du peuple. Mais c'est aussi à partir de la fin du 19e siècle une grande langue de culture écrite. Les juifs yiddishophones ont accédé à la littérature mondiale très souvent par les traductions en yiddish qui ont été faites des grands écrivains, de Zola à Dostoïevski, en passant par Mark Twain, entre autres. Et aussi, il y a eu l'émergence à partir de la fin du 19e siècle, de nouvelles générations d'écrivains qui ont décidé d'écrire en yiddish, qui ont forgé la langue littéraire. Et parmi ceux-ci, l'un des plus populaires, qui s'appelle Sholem Aleichem, qui est un écrivain qui a eu le génie de transcrire par écrit la langue parlée. Il a écrit énormément de monologues. Et donc dans ces monologues, c'est vraiment des petits juifs d'Europe orientale qui parlent, qui racontent leur vie, qui racontent des anecdotes qui leur sont arrivées. Et donc Sholem Aleichem a déjà créé une sorte de matrice et il a inspiré un certain nombre d'écrivains derrière lui. Donc on avait cette matrice-là dont on pouvait s'inspirer. Ça, c'était pour la facilité. Les difficultés sont les suivantes. La première, c'est que retranscrire la langue d'un petit écolier français des années 50 et 60 en yiddish, sachant que des petits écoliers du même ordre, c'est-à-dire d'une école républicaine et laïque, dans les années 60, il n'y en avait pas, il y en avait encore un tout petit peu en Argentine, en France, il n'y en avait pas, il n'y en avait plus quasiment dans aucun pays dans le monde. Moi-même, j'ai été à l'école française, républicaine, etc. Je suis traducteur du yiddish en français, mais c'est le premier texte que je traduis du français en yiddish. C'est la raison pour laquelle, quand Aymar du Châtenay m'a proposé de traduire ce texte, je lui ai proposé de le co-traduire avec Sharon Bar-Korva. Et en plus de ça, le texte a été totalement relu par un de nos maîtres, qui est Yitzhak Niborski, qui lui-même a été à l'école yiddish à Buenos Aires dans les années 50, qui a parlé yiddish à ses enfants et qui maintenant a des petits-enfants qui parlent yiddish, qui habitent Jérusalem, 4 petits-enfants, et qui ont relu notre traduction du Petit Nicolas pour voir si il l'avait bien en bouche. C'est donc ces gosses qui avaient entre 5 et 12 ans. Donc on a pris tous les garde-fous possibles et imaginables pour essayer de faire un travail sérieux et correct. Donc effectivement, par exemple, alors sur la question du et ça c'était pas difficile parce que le yiddish est très volontiers cumulatif. Donc vous parliez de l'anglais tout à l'heure, ça ne posait pas de problème particulier. Ce qui posait d'autres problèmes, c'était évidemment des références, des jeux de mots, toutes sortes de choses et des expressions. Par exemple, l'adjectif qui nous a posé on s'est vraiment arraché les cheveux de la tête, c'était chouette, qui arrive de nombreuses fois et dans des circonstances tout à fait différentes. C'est-à-dire qu'il y a une des histoires qui s'appelle le chouette lapin. Il y a effectivement des Nicolas ou ses petits camarades qui disent c'est chouette. Donc le chouette lapin, par exemple, on a traduit par un adjectif un petit peu plus neutre que chouette. Mais c'est chouette, là, on se disait comment est-ce qu'on peut dire c'est chouette en yiddish. Et on a demandé à Yitzhak Niborski qui nous a dit écoutez, je n'ai pas connaissance qu'il y ait un mot canonique. La seule chose que je peux vous dire, c'est que nous, entre les copains à Buenos Aires dans les années 50, on disait
Faut que je m'en souvienne parce que je ne le connais pas par cœur. Hef und Pif. Voilà. C'est Hef und Pif. Voilà. Donc on a traduit par Hef und Pif. Et après, le livre a été publié. Et après, plein de gens sont venus nous dire qui ont grandi en France, donc, et pas du tout dans les écoles yiddish de Buenos Aires, sont venus nous dire, mais d'où est-ce que vous avez sorti cette expression? Voilà, donc peut-être que c'est une expression archi-locale de l'école Sholem Aleichem de Buenos Aires, mais en tout cas, voilà. Et ça veut dire quelque chose, mot à mot? Hef und Pif? Non, ce sont des interjections. D'accord. Onomatopée. Oui, bien sûr, Dominique, allez-y. Alors le C'est chouette, nous c'était en marocain que c'est la galerie de personnages, elle devait être, donc on a choisi quelque chose de très branché, enfin qui en même temps est toujours, qui veut dire bicher, avec le bien, mais c'est même du langage branché, bicher ou bien bicher, etc. Donc on a choisi celui-là, moderne, tout à fait pas le truc vieillot. Comme je vous le disais, on le voit bien que les problématiques ne sont pas les mêmes en fonction de l'histoire des langues, etc. Bon, et je vous propose, pour qu'on entende concrètement les conséquences de ces débats, de vous lire un petit passage du Petit Nicolas en français, et puis on va voir le même ensuite dans les 3 langues de traduction. Il s'agit d'une des histoires qui s'appelle « Souvenirs doux et frais », où la famille du Petit Nicolas reçoit la visite d'un ami du papa, qui n'a pas vu depuis très longtemps, et où on a... Voilà, c'est Léon Labière. Et donc on va justement avoir une illustration de ce style, enfin dans le premier paragraphe narratif, après il y a des dialogues. L'ami de papa devait arriver à 8 heures, mais nous étions prêts depuis 7 heures. Maman m'avait bien lavé, elle m'avait mis le costume bleu et elle m'avait peigné avec des tas de brillantines, parce que sinon l'épi que j'ai derrière la tête ne peut pas rester tranquille. Papa, il m'avait donné beaucoup de conseils, il m'avait dit que je devais être très sage, que je ne devais pas parler à table sans être interrogé et que je devais bien écouter son ami Léon qui, d'après papa, était quelqu'un de terrible et qui avait très bien réussi dans la vie, et ça se voyait déjà à l'école parce que des êtres comme lui, on n'en faisait plus, et puis on a sonné à la porte. Papa est allé ouvrir et un gros monsieur tout rouge est entré. « Léon !» a crié papa. « Mon vieux copain !» a crié le monsieur. Et puis, ils ont commencé à se donner des tas de claques sur les épaules, mais ils avaient l'air contents. Pas comme quand papa donne des claques avec monsieur Blédur, qui est notre voisin et qui aime bien taquiner papa. Après les claques, papa s'est retourné et a montré maman, qui avait un grand sourire et qui sortait de la cuisine. « Voici ma femme, Léon. Chérie, mon ami, Léon Labière. » Maman a avancé la main et monsieur Labière s'est mis à la secouer, la main. Et il a dit qu'il était enchanté. Et puis, papa m'a fait signe d'avancer et il a dit « Et voici Nicolas, mon fils. » Monsieur Labière a eu l'air très, très surpris de me voir. Il a ouvert de grands yeux, il a sifflé et puis il a dit « C'est un grand garçon, c'est un homme. Tu vas à l'école ?» Et il m'a passé la main dans les cheveux pour me dépeigner, pour rire. J'ai vu que ça n'a pas tellement plu à maman, surtout quand monsieur Labière a regardé sa main et qu'il a demandé « Qu'est-ce que vous lui mettez sur la tête à ce mioche ?» L'ami de papa devait arriver à 8 jours, mais un autre est en l'aise d'un pied 7 jours. Maman m'avait bien lavé, m'avait cargué le costume bleu et m'avait penchiné avec une moulinade de brillantines qu'autrement les spigaux qui est derrière la tête ne peuvent pas rester en place. Papa m'avait donné force conseil, m'avait dit qu'avait d'être bien bravé, qu'avait pas parlé à table sans que m'interrogasse, et qu'avait bien écouté son ami Léon, qui, à son idée, era qu'aucune des trios, et qu'avait force bien capitale dans la vie, et à cause faisait déjà à l'école, parce que d'être comme eux, ce n'en faisait plus. Et puis, on sonna à la porte. Papa est en durbi, et un monsieur rappelot, tout rouginou ses intras. Léon, criait papa. Mon vieil copain, criait le monsieur. Et puis, ils commencèrent de se mandats à baudre des bassets sur les espalles, mais ils semblaient contents, pas comme quand papa se mande des bassets au même monsieur Bladur, qui est notre voisin et qui aime bien de carcagna papa. Après les bassets, papa se revirait et montrait maman qui avait un beau sourire et qui sortait de la cuisine.
À qui m'a frère, mon Léon? Car, Léon, mon ami, Léon Labière, maman allongeait la main, et Moussu Labière s'est bouté à la gansaya, la main. Et disait qu'elle incanta. Et puis, papa me fait signe d'avant ça et disait, Eva qui m'icoulau, l'oufiou. Moussu Labière a l'air espanta de mes veilles. Durige duei comme des pommes, ciblait, et puis il disait, mais il est une droula, c'est un homme. Vas à l'école et me passer la main sur l'ipeu per me despincinar, per des rires. Hai vist qu'à quoi il a gardé gaire à maman. L'oumai, quand Moussu Labière, a gâché sa main et a demandé, qui lui mettait sur la tête dans questo mino? Bon, alors, avant de vous lire le passage, je vais vous dire que donc, cette histoire a été traduite en algérien. Je ne suis pas locuteur natif d'aucun des trois parlers, mais je vais essayer de vous le faire en algérien. Écoutez, de temps en temps, il y a des mots français qui vont arriver, mais sinon, je ne sais pas si personne va comprendre trop. Donc, صاحب بابا كان قال يوصل على 8 بصح حنا كنا واجدين من 7. يما كانت غسلتني مليح مليح، كانت لبستني الكوستيم الزرق وكانت مشتت لي بزاف القومينه على خاطر الى الله السبوله اللي عندي ورا الراس ما تقدرش تقعد ترانكيل. بابا كان عطاليا بزاف الوصايات، قال لي باللي لازم نكون عاقل بزاف، باللي ما لازمش نهدر كي نكونوا نتعشاو الا ما يسولونيش، وباللي لازم نصنت مليح مليح لصاحبو بوشعيب اللي على حساب بابا كان انسان رصاص ونجح بالبزاف في الدنيا، وهادشي كان يبان في وقت المدرسة خاطر الناس كيما هو ما كاينيش خلاص. ومن بعد ضرب الناقوس في الباب، بابا راح يحل والسيد سمين وقع حمر دخل. بوشعيب عيط بابا، صاحبي نطع بكري عيط السيد. ومن بعد بداو ياتوا بيناتهم دريبات على كتافهم، بصح كانوا يبانوا فرحانين، ماشي كيما بابا وسي قمحة كي ياتوا بيناتهم دريبات. سي قمحة جارنا اللي يحب ينقذ بابا. بعد الدريبات بابا تلفت وورا يما اللي كانت تتبسم تبسيمة كبيرة وكانت خارجة من الكوزينة. ها هي مرتي بوشعيب حبيبتي، ها هو صاحبي بوشعيب بوبيرا. يما قدمت يدها وسي بوبيرا بدا يهز فيها اليد وقال باللي كان متشرف. ومن بعد بابا روش لي باش نتقدم وقال ها هو نيكولا ولدي. سي بوبيرا كانت مستغرب كي شافني، حل عينين كبار صفر، ومن بعد قال بصح ولد كبير راه راجل تروح المدرسة. وجوز لي يدو في الشعر باش يخبلو لي باش يضحك. شفت باللي هاد الشيء ما عجبكش بزاف اليما، خصوصا كي سي بوبيرا خسر في يدو وسقسا واش ديروا له في الراس الولد. Alors je précise que le yiddish s'écrit en caractères hébraïques. On aurait pu proposer aussi une translittération en lettres latines. Nous avons fait le choix de le garder en caractères hébraïques. Et Léon Labière s'appelle Beer Trinker, c'est-à-dire buveur de bière. Alors les germanistes dans la salle saisiront quelque chose, les autres, je m'en excuse déjà. Dem Tatens Freund hat gedarft onkommen 8 Zeiger. 7 Zeiger sind mir oberschein greit gewesen. Die Mama hat mir gehabt gut herumgewaschen, mir angetan den blauen Anzug
und mich ausgekämmt mit der Sach Brillantin, weil oben nicht wollt mein Schub auf den Spittkopf nicht eingelegen ruhig. Der Tate hat mir gegeben a Sacheizes. Hat mir gesagt, als ich darf sich aufführen sehr schön, als ich darf nicht reden beim Tisch, mir fragt mich gar nicht. Und als ich darf, und als ich darf sich gut zuhören zu sein Haver Leon, was Leuten taten, ist sehr eine Pracht von einem Mensch und sie ist ihm sehr gelungen im Leben. Und das hat man schon gekannt sein in Schule, weil solche Menschen wie sind schon nicht waren auf der Welt. Und demult hat man geklungen bei der Tür. Der Tate ist gegangen, öffnen und es ist rein ein Mannsbild mit einem Reutponem. Leon, hat sich der Tate zerschrien, mein alter Haver, hat der Mensch zurückgeschrien. Und sie haben genommen sich patschen in die Plätze, nur sie haben ausgesehen zufrieden, nicht so wie es patschen sich der Tate mit Herr Kornhardt, was ist unser Schochen und was hat lieb dem Taten reinzusorgen. Noch die Patsch hat sich der Tate umgedreht und gewiesen auf der Mammen, was ist Punkt herausgekommen von Kirch und hat breit geschmeichelt. Leon, das ist mein Freund. Taillere, mein Freund, Leon Biertrinker. Die Mama hat der lang die Hand und Herr Biertrinker hat genommen, sie schocklen, sei es die Hand, und er hat gesagt, es ist ihm sehr angenehm. Und demult hat mir der Tate geheißen, mit der Zeichen, sich der Nenteren zu sehen und gesagt, Ot ist Nicola, der Sohn meiner, dacht sie, als Herr Biertrinker hat sich verchidescht, mich zu sehen. Er hat geöffnet große Augen, hat Pfeif getan und gesagt, Asa groß Jüngel, Mamesch am Mann schon, gehst in Schule? Er hat mich getan, er hat an mich getan mit der Hand meine Haare, sie zu zerschäubern in a Spaß. Ich habe gesehen, als das ist Tage nicht stark gefallen der Mammen. Der Riker, der Herr Biertrinker, hat a Kuck gegeben auf seine Hand und gesagt, was sonst tut ihr Rauf dem Pempik auf den Kopf? C'est très beau pour un germaniste d'entendre que le monsieur, ça se dit der Mensch. Je trouve ça très joli. J'allais, pour enchaîner, vous demander comment chacun de vous a appris la langue vers laquelle il traduit. Alors, parler de langue native, c'est un peu abusif, puisqu'on a vu que infants, quand on est, on ne parle rien. Mais donc, est-ce que c'était une langue de petite enfance ou comment chacun est venu à cette langue? Et au-delà de ça, ça nous permettra, deuxième question, d'élargir à la façon dont ces langues se transmettent. Eh bien, moi, donc, j'ai accédé au langage à travers le français, un français donc des années 50 en Haute-Provence, qui était encore très provençalisé par rapport à la situation actuelle, par exemple. Si bien que, par exemple, c'est chouette, moi j'ai spontanément et immédiatement traduit par chanu, hein. C'est un mot que j'ai toujours employé de manière, en croyant au départ que c'était du français d'ailleurs. Et donc ce français provençalisé, qui est ma langue maternelle, mais français tout court quand même, j'ai pris conscience un peu plus tard, finalement, à l'adolescence, qu'il recouvrait une autre forme de langue en réalité, mais c'est par la volonté, par les livres, que j'ai accédé à l'occitan. Alors moi, l'histoire devrait être plutôt la même que celle de Michel, c'est-à-dire d'avoir derrière moi, je suis née à Toulouse, et donc j'avais derrière moi un français toulousain, avec sûrement beaucoup d'occitan en dessous, etc. Par contre, pour ce qui est de l'arabe maghrébin, je l'ai appris très tard,
enfin, j'ai appris pas mal de langues dans l'enfance, c'est-à-dire que j'avais appris l'anglais et l'espagnol enfant. Donc j'apprends les langues oralement assez facilement. C'est comme ça que j'ai appris le marocain, en vivant avec des Marocains, en allant au Maroc. J'ai appris cette langue, non pas de façon scolaire, mais en vivant avec les gens. Et puis après, comme je suis linguiste, donc j'ai fait une première thèse de 3e cycle, puis une thèse d'État sur l'arabe marocain. Donc j'ai vécu dans les familles, j'ai beaucoup interrogé, c'est comme ça, c'est en vivant dans les familles que j'ai appris. Voilà. Par contre, là, c'est pas moi qui ai fait le travail de traduction. Je l'ai juste coordonné, relu, etc. Et j'ai voulu, ce qui n'était pas évident, trouver 3 personnes qui étaient nées respectivement au Maroc, en Algérie et en Tunisie, qui avaient grandi là-bas au moins jusqu'à l'adolescence ou l'âge adulte, comme traducteurs. Mais il y avait des problèmes théoriques qu'on s'est posés, enfin, dont on a déjà un peu parlé. Et puis moi, j'ai beaucoup relu. Et on a aussi dû élaborer une graphie, c'est-à-dire se consulter comment on écrivait. Et une fois qu'on a pris ces décisions, on a dû s'y tenir tout le temps. Donc je ne suis pas locuteur natif, presque, mais pas vraiment. Enfin, à l'oreille, ça va, mais pas natif. En ce qui me concerne, je suis un pur produit de la République. J'ai été élevé en français par une mère juive d'origine polonaise née en France, orpheline, dont les parents ont été assassinés en 1942, et un père d'une famille dauphinoise, mais dont le père était professeur d'allemand. Donc je connaissais bien l'allemand que j'ai appris au lycée. Et ma mère parlait avec ses oncles et tantes survivants, en tout cas, ils lui parlaient en yiddish et elle leur répondait en français. Mais il y avait une 50aine de mots ou une 30aine de mots qu'elle utilisait avec ses fils, dont moi, donc. Par exemple, quand on éternuait, elle nous disait Zum Gesint, à ta santé, ou des choses comme ça. Quand elle voulait parler de quelque chose qui était beau, notamment de ses enfants, après elle disait Kashim Neore tout le temps, c'est-à-dire qu'on écarte le mauvais œil. Depuis l'adolescence, mon grand-père assassiné à Auschwitz, c'était comme une espèce d'étoile dans mon ciel, et j'avais très envie de connaître sa langue, qui était le yiddish, et mes connaissances en allemand ont fait que, au contact de mes grands-oncles et grandes-tantes qui habitaient Paris alors que j'habitais Grenoble, donc je ne les voyais pas souvent, je chopais systématiquement tout ce que je pouvais et je faisais des correspondances avec l'allemand, avec l'anglais, jusqu'au jour où j'ai ouvert d'un côté, jusqu'au jour où ma mère a récupéré 2 livres qui appartenaient à son père, très tardivement, je devais avoir 16 ans, un oncle lui a dit tiens, au fait, j'ai ces 2 livres qui appartenaient à ton père, et c'était notamment de Romain Roland, la biographie de Romain Roland par Stefan Zweig, traduite en yiddish, et un roman de Dostoïevski, je ne me souviens plus lequel. Et j'ai ouvert un des 2, j'ai ouvert le Larousse à la page alphabet hébraïque, et j'ai commencé à déchiffrer comme ça. Et puis après, je suis allé à l'université et j'ai appris le yiddish comme il faut l'apprendre. Jean-Paul Demoule. Désolé de vous avoir fait attendre jusque-là. Je me pose la question, comment se fait-il qu'un archéologue s'intéresse tant à la question des langues ? Bon, alors, je sais que vous avez un tropisme particulier aussi pour les langues, vous parlez, vous comprenez très bien l'allemand. Qu'est-ce qui fait que dans votre travail d'archéologue, vous avez eu besoin à un moment donné de vous pencher sur la question des langues et de leur généalogie ? La question des... Ça marche ? Pas encore. Non, ça marche pas. Celui-ci. Bon, j'en prends. Oui, celui-là marche ? Non, très bien. Oui, la question des langues indo-européennes, c'est un problème très classique pour tous les archéologues qui travaillent sur l'Europe. C'est-à-dire que la plupart des langues de l'Europe, plus les langues d'Iran et d'Inde et d'Afghanistan, sont apparentées. Qu'est-ce que veut dire cet apparentement ? Donc, classiquement, on sait que les langues romanes viennent du latin à la suite de la conquête romaine. Donc, est-ce qu'il y a eu un jour un petit peuple quelque part en Eurasie qui est parti de là, a envahi toutes ces régions et y a laissé... et ça a donné toutes les langues dites indo-européennes actuelles.
qui sont parmi les langues les plus parlées au monde actuellement, évidemment accélérées par la colonisation européenne du reste du monde à partir du XVIe siècle. Et donc pour tout archéologue, c'est le problème, un des grands problèmes à résoudre. Enfin, archéologue travaillant sur ces périodes et sur l'Europe. Donc je m'y suis mis moi aussi, et plus j'ai avancé effectivement, plus j'ai vu que ça marchait pas, qu'on trouvait pas d'explication simple en termes d'une grande invasion, et que c'était sans doute ce modèle-là qui était à revoir, le modèle simple de la colonisation invasion. Donc ça m'a amené aussi à regarder quels étaient les différents modèles linguistiques possibles, et puis à m'intéresser à ces différentes langues. Et puis c'est vrai que en archéologie, dans les années 70-80, quand on travaillait sur l'Europe, les colloques se passaient en plusieurs langues, et autour d'une table, il y avait toujours plusieurs langues. Maintenant, ça se restreint de plus en plus avec les nouvelles générations au profit de l'anglais, mais c'était normal de parler plusieurs langues. Donc c'est tout ça à la fois. Parce que dans le grand public, on imagine forcément un archéologue avec un petit pinceau avec 3 poils qui époussette un crâne. Mais au-delà de ça, donc, quel est le pinceau pour essayer de retrouver les langues? C'est-à-dire, il y a la grammaire comparée. Quels sont les outils? Les outils vont être archéologiques, c'est-à-dire qu'on regarde à partir de quand et où sont parlées des langues indo-européennes. Donc les 3 plus anciennes, c'est le grec mycénien vers moins 1500 en Grèce, qui est identifié. On identifie une langue puisqu'elle est écrite sur des tablettes à cette époque, et puis toute une culture matérielle, celle du monde mycénien. Il y a le hittite, l'autre, la deuxième langue, c'est le hittite. Donc pareil, il y a des inscriptions qui sont associées à une culture matérielle. Et puis la troisième, c'est le sanskrit, des hymnes védiques, à peu près datés de la même époque, mais même s'il a été transcrit beaucoup plus tard. Donc après, on va essayer de remonter dans le temps, et puis de voir matériellement d'où viennent les Grecs, d'où viennent les Hittites, et est-ce qu'on peut arriver à un modèle de départ. Ça, c'est pour les plus anciennes langues. Les langues plus récentes, on a les langues celtiques qui sont attestées à partir des derniers siècles de notre ère. La même chose pour le latin. Et puis après, c'est variable. Il y a des langues comme les langues baltes ou l'albanais qu'on connaît que dans les derniers siècles. Donc, on va essayer de faire se joindre culture matérielle, comme on dit dans notre jargon, donc trace matérielle d'une civilisation, et premier moment où telle langue est attestée, et comment est-ce qu'on peut remonter comme ça de proche en proche sur des mouvements ou non migratoires. Vous parlez dans votre ouvrage de la grammaire comparée, justement comme d'un fondement d'une idéologie indo-européenne qui a servi en tout cas à la construction d'un mythe des origines de l'Europe. Est-ce que vous pouvez développer un petit peu ça? Parce que, bon, après, je vais donner un exemple dans votre ouvrage, mais tout ceci a conduit finalement à hiérarchiser les langues. Oui, parce que la civilisation européenne chrétienne est placée dans une situation que j'ai appelée schizophrénique, parce que tout peuple au monde, tout groupe humain a un mythe d'origine qui explique comment il a été créé, en général par une divinité, et comment il est mieux que les autres qui l'entourent. Donc jusque-là, tout est normal. Mais le problème de l'Europe chrétienne, c'est que le récit des origines, c'est la Bible, donc ils le doivent aux Juifs, et les Juifs, c'est ceux qu'on massacre à chaque fois qu'il y a un problème, une famine, une épidémie, une crise économique, etc. Donc c'est une situation qui est à peu près intenable. Donc du point de vue linguistique, pendant longtemps, puisque la Bible en même temps est l'enseignement absolu que Dieu parle en hébreu au paradis terrestre, donc on pense que l'hébreu est quand même la mère de toutes les langues et que toutes les langues en descendent. Et à partir de la Renaissance, où l'autorité de la Bible et du christianisme en général comme explication globale va baisser progressivement, ça ouvre un espace pour essayer de se demander s'il n'y aurait pas une autre origine possible
pour la civilisation dite européenne et les Européens. Et dès le début du XVIIIe siècle, on commence à se dire, mais finalement, à partir du moment où on trouve les ressemblances entre le sanskrit et le grec, le latin, les langues celtiques et germaniques, à dire, mais finalement, on a une histoire complètement différente qui est qu'on viendrait quelque part vers l'Est, voire de l'Inde proprement dite, et ça va être accentué avec le romantisme, cette idée que ces langues viennent d'ailleurs et n'ont rien à voir avec l'hébreu ni avec la Bible. Je vais lire une page d'un chapitre qui s'appelle « De la grammaire comparée à la linguistique, une langue de chef ?» point d'interrogation. Il s'agit là d'Antoine Meillet, qui est donc un disciple de Saussure et qui écrit... Oui, qui est le plus grand linguiste français et un des plus grands au monde dans l'entre-deux-guerres, hein, qui est le professeur de linguistique au Collège de France. Et vous allez voir comment ce passage nous ramène au sujet des langues de France et que nous ne nous égarons pas trop, vous allez voir. Donc Meillet publie un livre sur les langues dans l'Europe nouvelle. Il y dresse un tableau linguistique de l'Europe qui sera complété dans la réédition de 28 par des statistiques et une carte. Et au-delà de la description, le projet de Meillet est politique. L'intellectuel européen, humaniste et progressiste qu'il est sensible aux droits des peuples à disposer d'eux-mêmes et se réjouit de la fin des grands empires, mais il s'inquiète de l'apparition concomitante de nouvelles langues nationales. Ouvrez les guillemets, en Europe, la multiplicité croissante des langues de civilisation cause une gêne qui grandit sans cesse. D'une part, cela freine la communication. Meillet, qui connaît de très nombreuses langues mais n'en parle aucune, a découvert qu'aux États-Unis, les scientifiques américains ne lisent que l'anglais. D'autre part, toutes les langues ne méritent pas le même traitement. Ainsi, l'irlandais est, je cite, un parler de paysans, dont le statut de langue officielle emprisonnerait le peuple irlandais dans un cachot linguistique. Le basque n'est qu'une survivance curieuse. Le breton est un outil si grossier, si peu utile qu'aucun breton sensé ne peut songer à l'employer de préférence. Le lituanien peut à peine compter pour une langue de civilisation. Les langues finno-ougriennes de Russie sont de simples curiosités linguistiques. Donner à leurs locuteurs une autonomie politique reviendrait à parquer ces indigènes dans une petite culture locale, sans jour sur le dehors, sans horizon, sans avenir. Le hongrois lui-même, pardon monsieur qui est intervenu tout à l'heure, n'est pas une vieille langue de civilisation. Sa littérature n'a pas de prestige. Il a une structure compliquée, n'est facile à apprendre pour personne. Quant aux peuples slaves d'Europe centrale et orientale, ils auraient intérêt à se regrouper en un État commun qui leur permettrait peut-être de restaurer l'unité linguistique slave originelle. Voilà, donc ça a l'air assez violent aujourd'hui, mais en même temps, ça renvoie peut-être à comment un homme qui prend un positionnement sur l'échiquier politique, disons, libéral, vous m'avez dit qu'il était socialiste. Socialiste, oui. À quel pan de la culture française ça renvoie Est-ce qu'il y a dans l'histoire française quelque chose qui fait qu'on a la passion du monolinguisme? Oui, c'est la question qu'au XVIIIe siècle, le français est la langue de toute l'Europe savante et cultivée. Donc, il faut écrire en français pour être compris. Que c'est la langue qu'on parle aussi bien à la cour de Russie qu'à la cour de Prusse. Et qu'elle est en même temps la fille légitime du latin, qui est la langue sacrée. Et donc... et que la France est le pays des droits de l'homme, etc. Donc Meillet s'inscrit dans cette tradition où il ne conçoit pas qu'il puisse y avoir une pluralité de langues, et sans se l'exprimer à lui-même, il se situe dans la tradition républicaine qui va éradiquer toutes les langues. On connaît tous la manière, enfin toutes les punitions qui étaient données aux enfants pendant toute l'école républicaine pour éradiquer le breton, l'occitan, l'alsacien, etc. Donc il se situe dans cette tradition d'impérialisme culturel, et il ne voit même pas comment il pourrait en être autrement. Alors il a été partiellement démenti par les faits pour les langues nationales dont il parle, puisque les langues baltes ou le hongrois, etc., ont réussi à exister. L'irlandais quand même beaucoup moins. On parle essentiellement anglais en Irlande, même s'il y a quelques chaînes de télévision qui sont
qui sont en gaélique, et puis les langues même de France, dont il dit beaucoup de mal des dialectes et des patois, et il considère qu'on ne peut pas faire de la linguistique sérieuse avec, on peut faire de la vraie linguistique avec les langues savantes officielles, et donc ça va être effectivement le résultat, et quand on voit les débats auquel vous faisiez allusion autour de la ratification, ou plus exactement de la non-ratification de la charte des langues minoritaires et régionales, on est toujours dans cette tradition jacobine. Entre le moment de l'écriture où Antoine Meillet écrit ceci et le débat sur la ratification, il y a un moment important, c'est le rapport qui a été commandé à M. Cerquilini et la définition des langues de France. Et là, je me tourne vers Michel Alessio, qui est vraiment le mieux placé pour nous répondre à ce sujet. Qu'est-ce qu'une langue de France ? Oui, donc il faut dire que pour pouvoir signer et ratifier la Charte européenne langue régionale ou minoritaire, chaque pays doit définir un certain nombre de mesures qui vont s'appliquer aux langues qui vont bénéficier de ces mesures, et aussi la liste, il doit donner, chaque pays, la liste des langues qui vont bénéficier des... Bon, voilà, je l'ai dit deux fois. Enfin, la liste des mesures et la liste des langues qui vont bénéficier des mesures en question. Bien, alors le ministre de l'époque de l'Éducation nationale et celui de la Culture se sont adressés au linguiste Bernard Cerquilini pour lui demander de les éclairer sur cette double question, et surtout lui demander d'établir une liste des langues de France. Qu'est-ce que c'est ? On savait vaguement ce que c'était que des langues régionales. Enfin, il a fait un rapport où il prend en conclusion duquel il y a en France, sur tout le territoire de la République, c'est-à-dire aussi l'outre-mer, 75 langues de France. Alors, il paraît que Claude Allègre, ministre de l'Éducation nationale, quand il a vu ça, il a dit, mais Cerquilini est devenu fou, où il est allé chercher 75 langues dans notre pays. Bien. Alors effectivement, il y en a sur les 75, il y en a 55 ou plus outre-mer. Bien sûr, il y a 28 langues kanak en Nouvelle-Calédonie, par exemple, donc là, ça avance assez vite. Et sinon, il a pris donc tout ce qui était langue dite territoriale, dans l'hexagone outre-mer, alors le basque, le breton, l'occitan, le corse, le flamand dans l'arrondissement de Dunkerque, le franco-provençal en Savoie, la région Rhône-Alpes, les différents créoles, outre-mer aussi. Et il a ajouté, alors ça c'est un petit peu la particularité française dans cette liste, des langues non territoriales, c'est-à-dire qui ne se rattachent pas historiquement à un morceau du territoire français, comme le basque ou l'occitan, mais qui sont, alors la définition c'était, qui sont pratiquées dans notre pays depuis assez longtemps pour pouvoir être considérées comme faisant partie du patrimoine culturel national. Parce que la charte dit, une langue minoritaire, c'est une langue traditionnellement pratiquée sur le territoire du pays. Bien, alors, par exemple, par les ressortissants aussi. Pardon ? Voilà, par les ressortissants, alors il y a toujours... Par les ressortissants français, c'est voilà, ça. Sur ce débat entre ressortissants versus migrants. Cerquilini, donc, a observé la réalité. Il a dit, effectivement, il y a en France des citoyens français qui transmettent l'arabe depuis 2-3 générations dans notre pays. Par conséquent, sans que ce soit des langues régionales, évidemment, ce sont des langues venues d'ailleurs, issues d'immigration plus ou moins anciennes, et en l'occurrence relativement anciennes. Donc l'arabe peut être considéré comme une langue de France. Il en est de même du berbère, donc toute l'immigration d'Afrique du Nord. Et puis aussi, alors parmi les langues de France non territoriale, il y avait le yiddish, évidemment. Le judéo-espagnol, nous l'avons ajouté quelques années après, le romani, donc la langue des Roms, et l'arménien occidental. Alors pourquoi l'arménien occidental ? L'arménien de la diaspora, parce que pour être reconnu comme langue de France, une langue ne doit pas être langue officielle d'un pays étranger. Sinon, c'est plus une langue de France, c'est une langue étrangère. Voilà. Alors je vous ai dit, je n'ai pas dit l'arabe, langue de France, voilà. L'arabe langue de France, c'est l'arabe maghrébin tel qu'il est parlé dans ses différentes variétés parlées en France. Ce n'est pas l'arabe dit classique, l'arabe langue officielle de nombreux pays arabes. À ce titre-là, c'est une langue étrangère.
comme langue parlée par des citoyens français en France, c'est une langue de France, mais cet arabe parlé, vous le savez, est assez différent, enfin Dominique pourra nous le préciser, de l'arabe classique. Il a fait un sort particulier à la langue des signes qu'aujourd'hui nous considérons comme une langue de plein territoire, si on ne veut pas dire non territoriale, en France, la langue des sourds, bien sûr. Je n'en oublie pas, je crois. Voilà. Et oui, oui, sur l'arménien, pourquoi l'arménien occidental, l'arménien de la diaspora? Parce que tout simplement, l'arménien oriental, c'est la langue officielle de la République d'Arménie qui, à ce titre, échappe à la possibilité d'être reconnue comme langue de France. Est-ce que vous vouliez compléter quelque chose, Dominique ou... Oui, on peut, mais ce qui est important, c'est que pour la première fois, on va dire, et c'est venu pour nous, autant pour le berbère, il en était question depuis un moment, que ça soit reconnu, mais tout le monde écartait l'arabe, parce que l'arabe est langue officielle. Donc, qu'est-ce qui a pu sauver cette langue et la faire mettre dans la liste? C'est la même chose que ce qui s'est passé pour l'arménien, c'est un adjectif. C'est-à-dire, on a dit arménien occidental. Du coup, ce n'est pas l'arménien langue officielle de l'Arménie. Et pour l'arabe, dans le rapport initial, Serkiglini avait mis arabe dialectal au singulier, arabe dialectal. Et quand on veut savoir quand on regarde l'arabe dialectal qui est parlé depuis plusieurs générations par des citoyens français et qui peut être considéré comme patrimoine de la République, on remonte évidemment à l'Algérie française. Et citoyens de plein droit français, non les citoyens de seconde zone qui étaient les musulmans, depuis 1873, les juifs algériens, qui étaient de langue maternelle, donc arabe algérien, parlent cette langue. Hein, donc ça fait je sais pas, 7-8 générations, je ne sais pas combien on en est, mais enfin, moi je ne sais pas compter les générations. Donc voilà, peu importe. Et donc après, nous, on a dit arabe maghrébin, parce que c'était clair que, par exemple, l'égyptien, le syrien, et tout ça, c'est des immigrations très récentes. Ce qui est très important, c'est que cette charte excluait les langues de migrants. Hein. Elle dit langue régionale et minoritaire, donc les langues de migrants en sont exclues. Donc, ou en tout cas, c'était redit très clairement par Serkiglini. Donc c'est comme ça. Donc cette reconnaissance est venue comme une surprise énorme, et a dû nous orienter, c'est-à-dire que personnellement, tous les chercheurs des langues zo et autour de nous, parce que cette langue est très peu enseignée en France, hein, le seul endroit où elle est enseignée de façon universitaire, c'est aux langues orientales à l'INALCO. Et donc il y avait une équipe de recherche autour, on a dû commencer à faire de la recherche sur ce thème, parce qu'on travaillait, nous, sur le Maroc, sur l'Algérie, sur la Tunisie, pas sur l'arabe, langue de France. Et ça a conditionné 10 ou 15 ans de recherche sur la place de cette langue dans la société française, pour justifier a posteriori, on va dire, les choix de Serkiglini et de ceux qui l'avaient conseillé. C'est-à-dire qu'on s'est aperçu que dans la façon de parler des jeunes aujourd'hui, il y a énormément de mots d'arabe, que dans la scène musicale française, on ne peut pas faire abstraction d'un groupe comme Carte de séjour ou du rail ou des choses comme ça, enfin bon, qui font partie de la musique faite en France, que le couscous en 2001 est devenu le plat préféré des Français. Avant le steak frites, quand même, c'était quelque chose de... Ça, c'est un sondage genre INSEE, hein, c'est pas du tout... Donc, l'élément venu du nord de l'Afrique, pour le dire, est extrêmement présent dans la société et la culture française d'aujourd'hui. Donc, on a réfléchi, mais a posteriori, parce que pour nous, c'est venu comme une surprise, quoi. Et un bonheur. Il y a dans ce rapport des éléments que je trouve intéressants par rapport à la question de langue et territoire, puisque effectivement la charte propose des adaptations nationales vraiment très ouvertes. Je crois que les adaptations faites à cette charte ou le choix des actions menées a été différent, par exemple, dans chacun des Länder allemands. Enfin, c'est très ouvert. Et cette charte insiste sur la notion de territorialité, mais le rapport de M. Serkiglini s'en écarte un petit peu, prend ses distances avec ça. C'est la spécificité française, comme vous disiez. Et il met en avant plusieurs arguments qui sont intéressants. Il dit qu'on peut faire valoir que la territorialisation systématique issue du romantisme allemand qui inspira la linguistique du XIXe siècle s'oppose à plusieurs choses, aux principes républicains français, qui tiennent que la langue, élément culturel, appartient au patrimoine national. Il
cite en exemple le corse, qui n'est pas propriété de la région de Corse, mais de la nation. Il s'oppose à la science qui comprend mal le territoire d'une langue, puisqu'il dit que on constate que toutes les langues parlées en France ont une origine étrangère, y compris le français, qui fut d'abord un créole de latin parlé et importé en Gaule. Et ensuite, donc disant que la seule justification est d'ordre statistique, finalement, et qui c'est le français étant la langue qui connaît le plus de locuteurs d'un certain parler. Et puis, une réalité sociolinguistique qui rappelle que la mobilité sociale contemporaine est telle que l'on parle des différentes langues régionales un peu partout. Et il cite, pour exemple, le créole, qui est une réalité linguistique bien vivante de la région parisienne. Il y a toujours, derrière ces questions de langue et territoire, aussi une question de langue et d'identité. Je crois que le débat sur la ratification de la charte était, comment dire, traversé par un certain nombre de peurs. Ce qui a été mis en avant pour refuser sa ratification, ça a été les questions liées au communautarisme. Est-ce que, Jean-Paul Demoule, vous pouvez nous éclairer un petit peu sur les relations entre langue et identité ? C'est un phénomène relativement récent, puisque ça date effectivement de la notion d'État-nation qui elle-même a à peine 200 ans, vient du romantisme et de la Révolution française. Avant, il y avait des souverains, ils étaient de droit divin, ce qui réglait la question de leur légitimité, et puis ils régnaient sur des territoires. Ces territoires, ils les agrandissaient au fil des guerres et des mariages, où ça se rapetissait, mais cette idée d'identité d'une nation en tant que communauté de citoyens parlant une seule langue, unis dans un même destin, et pendant un certain temps au XIXe siècle appartenant même à une même race, ce sur quoi se pencheront beaucoup les anthropologues français pour définir une race française par exemple, c'est une idée extrêmement récente, et qui effectivement d'un point de vue linguistique a été catastrophique, puisqu'on va essayer de considérer qu'il y a une seule langue possible avec un seul dans chaque État, et on va écraser toutes les autres langues. J'ai là l'Atlas des langues en danger dans le monde, qui a été publié par l'UNESCO. On estime qu'il y a 5 ou 6 000 langues dans le monde, et qu'il y en a, en comptant les langues qui ont disparu, et on considère qu'il y en a l'Atlas en répertorie 2500 qui sont en danger grave de disparition. Et de ce point de vue-là, c'est tout à fait dommageable. Et dans les arguments qu'on a entendus contre la ratification, notamment de gens s'estimant éclairés, c'était qui commencent d'abord à apprendre correctement le français avant de vouloir apprendre ou maintenir l'occitan ou le breton, ce qui est d'un simple point de vue, et tout le monde ici dans la salle le sait bien, plus on parle de langue, plus on en apprend d'autres, plus facilement. Et là, c'est cette idée extrêmement réductrice qu'il faudrait qu'il n'y ait qu'une seule langue, et qu'il faudrait uniquement la bien parler, et que tout apprentissage d'une autre langue mettrait cette langue nationale en danger. Donc c'est ce principe qui est appliqué, qui va être appliqué progressivement à partir du XIXe siècle. Comme vous le savez, le français a été codifié assez tôt avec la grammaire de Port-Royal et le dictionnaire de l'Académie française, mais beaucoup des langues nationales sont codifiées que bien plus récemment, au XIXe siècle ou XXe siècle, avec des situations même particulières, comme en grec, où il y avait le grec dit purifié, katharevoussa, et le grec démotique, même si la langue dite purifiée est en voie de disparition. En Norvège aussi, on a une situation
de deux langues et dans beaucoup d'autres endroits qui montrent que cette codification n'est pas toujours terminée. Donc tout ça pour dire qu'effectivement ce rabattement de l'identité nationale sur une langue unique au détriment de toute autre langue a été en particulier une caractéristique française et qui est sans doute l'un des pays d'Europe qui a été le plus systématique dans l'éradication des identités régionales et des langues régionales, et que, en plus d'un point de vue d'historien et d'archéologue, on trouve ça d'autant plus navrant, mais qu'on se prive vraiment d'une richesse culturelle. Ce qui avait été obtenu quand même en 2008, je crois que ça a été inscrit dans la Constitution, il y a écrit les langues régionales appartiennent au patrimoine culturel, je crois, au patrimoine de la France. Donc ça a été un progrès. Donc certains constitutionnalistes disent que ça suffirait pour qu'on puisse ratifier, et puis d'autres, notamment avec le Sénat, ont réussi à faire que jusqu'à présent ça ne se passe pas. Gilles Rosier, puis Michel Alessio. Je voudrais juste dire deux mots. Bon, on peut imaginer que cette non-ratification ne s'adresse pas au yiddish en particulier, mais plutôt à des langues territoriales qui font parfois preuve enfin, qui mélangent avec du politique, disons. Mais pour reprendre l'exemple du Petit Nicolas, en fait, ce qui est très frappant, c'est que le Petit Nicolas en yiddish a été un succès de librairie, relativement évidemment. Et en fait, la raison pour laquelle ça a été déjà le cas de la traduction des Fables de La Fontaine en yiddish dans les années 90 et après du Petit Prince dans les années 2000, quand on compare ça, puisque j'étais jusqu'à l'année dernière directeur de la Maison de la Culture yiddish où on vend des livres, je vois bien les livres qui se vendent au public. Et quand on compare ça à des livres écrits par des écrivains yiddish contemporains, etc., c'est sans aucune commune mesure. On a vendu 250 exemplaires sur un corner de librairie qui fait 1,50 m. Et donc, c'est vraiment au confluent pour les gens, les clients, disons, entre leur identité française et leur identité yiddish, je dirais, enfin, ou juive. Et non seulement ça, mais aussi un confluent entre la langue qu'ils ont appris à l'école et la langue qu'ils ont entendue à la maison. Et tout à coup, c'est comme si on leur donnait la possibilité d'unifier leur identité qui était clivée jusqu'à présent. Et donc, cette non-ratification est une mauvaise nouvelle, parce que c'est à nouveau une manière d'empêcher les gens d'unifier leur identité d'une certaine manière. Oui, tout à fait. Cette idée qu'un État-nation, enfin un pays, un peuple, comme on voudra, doit s'identifier à une langue et une seule, cette idée navrante, comme vous le disiez, le tragique de l'histoire, c'est qu'elle s'est longtemps présentée comme une idée républicaine par excellence. Or, ça ne correspond pas à la réalité des choses, en fait. D'abord parce que l'Ancien Régime lui-même était déjà très centralisateur dès l'émergence de l'État moderne au XVIe siècle et de l'absolutisme. Il est évident qu'il s'agissait de parler la langue du roi en France, et l'ordonnance de Villers-Cotterêts 1539 le rappelait en termes assez vifs, je crois. Désormais, alors soi-disant c'était pour passer du latin à la langue des Français, mais en fait, là, on sait que les Français à cette époque avaient plusieurs langues, et disait en des termes assez vifs et brutaux, désormais les actes publics seront en langage maternel français et non autrement. Voilà. Comme ça, il n'y a plus de place pour d'autres langues que le français. Donc, les sources de cet absolutisme linguistique sont dans l'Ancien Régime. Deuxième chose, et ça, il est important aussi de le souligner, ce n'est pas la Révolution, ce n'est pas même la République à ses débuts qui a commis cette tragique erreur de confusion entre un peuple et une langue, entre une identité culturelle et une identité nationale et politique. C'est la terreur en réalité. À ses débuts, la Révolution, constatant tout simplement et sans émoi particulier que à peu près 2 Français sur 3 ne parlaient pas français, eh bien, qu'est-ce qu'ils ont fait, les constituants? Ils ont dit, bon, qu'à cela ne tienne, nous allons traduire la Déclaration des droits de l'homme, les grands textes législatifs
que les Français doivent connaître dans chacune des langues, dans chacun des idiomes parlés dans notre pays. Ça, c'est un décret de janvier 1790. On ne vous l'a pas appris à l'école, ça, mais c'est une réalité historique qu'on oublie. Et c'est seulement en 1994, avec la Terreur, et le fameux rapport de Barère ou de l'abbé Grégoire qui voulait anéantir les patois et universaliser la langue française, c'est seulement donc les terroristes qui ont imposé cette vision du monde. Mais il est vrai qu'ensuite, malheureusement, notre tradition politique républicaine s'est identifiée à ce qui n'est pas du tout l'élan libérateur, émancipateur, y compris dans le champ linguistique de la Révolution et des débuts de la République, mais à cette tragique méprise de la terreur. Merci beaucoup, c'est très éclairant. Très important de le savoir. Oui. Alors, pour terminer, avant de vous passer la parole, pour terminer sur une note un peu plus joyeuse, je voudrais vous lire un dernier extrait du Petit Nicolas. Puisque nous avons parlé de pédagogie, je vais vous raconter un petit peu comment les parents du Petit Nicolas envisagent la transmission. « Papa, papa !» j'ai crié, « j'ai un problème d'arithmétique. » « Eh bien, fais-le, mon lapin, » a dit papa, comme un grand garçon. « Je ne sais pas le faire, moi, » je lui ai expliqué à papa. « Il faut que tu me le fasses. » Papa, qui s'était assis dans le fauteuil du salon et qui avait déplié son journal, a fait un très gros soupir. « Nicolas, » a dit papa, « je t'ai déjà répété 100 fois qu'il faut que tu fasses toi-même tes devoirs. Tu vas à l'école pour t'instruire, ça ne sert à rien que ce soit moi qui fasse tes devoirs. Plus tard, tu me remercieras. Tu n'as pas envie de devenir ignorant tout de même. Alors va faire ton problème et laisse-moi lire mon journal. » Mais maman m'a dit que c'est toi qui le ferais, j'ai dit. Papa a laissé tomber son journal sur ses genoux et il a crié « Ah, elle a dit ça, maman. Eh bien, elle a eu tort de dire ça, maman. Et maintenant, laisse-moi tranquille, compris ?» Alors je me suis remis à pleurer. J'ai dit que je ne savais pas le faire, le problème, et que je me tuerais si on ne me le faisait pas. Et maman est arrivée en courant. « Ah non, je vous en supplie, » a crié maman. « Je suis fatiguée, j'ai la migraine et vous allez me rendre malade avec vos cris. Qu'est-ce qui se passe encore ? » « Papa ne veut pas faire mon problème, » j'ai expliqué. « Figure-toi, » a dit papa à maman, « que je trouve que c'est pas très rationnel comme méthode d'éducation que de faire les devoirs à la place du petit. C'est pas comme ça qu'il arrivera à quelque chose dans la vie et je te serais reconnaissant de ne pas lui faire des promesses en mon nom. » « Ah bravo, » a dit maman à papa. « Alors fais-moi des observations devant le petit maintenant. C'est ça, bravo, ça c'est rationnel comme méthode d'éducation. » Et maman a dit qu'elle en avait assez de cette maison, qu'elle travaillait toute la journée et que pour les remerciements qu'elle en avait, elle préférait retourner chez sa mère. Ma mémé, celle qui m'a donné la petite auto bleue, et que tout ce qu'elle voulait, c'était un peu de paix si c'était pas trop demandé. Alors papa s'est passé la main sur la figure, du front jusqu'au menton. Bon, il a dit, ne dramatisons pas, montre-moi ce fameux problème, Nicolas, et qu'on n'en parle plus. J'ai donné mon cahier à papa, il a lu le problème, il l'a relu, il a ouvert de grands yeux, il a jeté le cahier sur le tapis et puis il a crié « Ah puis non, moi aussi je suis fatigué, moi aussi je suis malade, moi aussi je travaille toute la journée, moi aussi quand je reviens de la maison je veux bien un peu de calme et de tranquillité. Et je n'ai pas, aussi surprenant que cela puisse vous paraître, l'envie de faire des problèmes d'arithmétique. » Alors j'ai dit « Fais-moi une excuse pour la maîtresse. » Je l'attendais celle-là, criait papa. « Jamais de la vie, ce serait trop facile, tu n'as qu'à faire ton problème comme tout le monde. » Moi aussi je suis malade, j'ai crié. Moi aussi je suis drôlement fatigué. Écoute, a dit maman à papa, je trouve en effet que le petit n'est pas bien. Hein, il est tout pâlot. Il faut dire qu'on les surcharge de travail à l'école. Il n'est pas encore tout à fait remis de son angine. Je me demande s'il ne vaut pas mieux qu'il se repose un peu ce soir, qu'il se couche de bonne heure. Après tout, c'est pas si terrible si pour une fois il ne fait pas son problème. Papa a réfléchi et puis il a dit que bon. Mais c'était bien parce que ce soir, on était tous malades. Hein. Alors moi, j'ai été drôlement content. J'ai embrassé papa, j'ai embrassé maman et j'ai fait une galipette sur le tapis. Papa et maman ont rigolé et papa a pris une de ses cartes de visite, les nouvelles avec les lettres qui brillent, et il a écrit dessus « Mademoiselle, je vous présente mes salutations et vous prie d'excuser Nicolas de n'avoir pas fait son devoir d'arithmétique. En effet, il est rentré ce soir de l'école un peu fiévreux et nous avons préféré l'aliter. »
Nous avons donc 2 micros qui peuvent circuler dans la salle pour les questions à nos invités. Bonjour. Marche le micro ? Allô. Bonjour Julie Siboni. Je voulais juste savoir quelle était la diffusion des livres que vous avez traduits tous les trois, c'est-à-dire s'ils étaient diffusés exclusivement en France, enfin, j'imagine peut-être pour l'occitan, mais pour le yiddish et l'arabe maghrébin, est-ce qu'ils étaient diffusés ailleurs qu'en France ? Et quel était dans quelle proportion ? Est-ce qu'ils s'en vendaient surtout en France ou surtout, je pense pour l'arabe, dans les 3 pays que vous avez du Maghreb ? Alors, ils ont été diffusés au Maroc parce qu'il y a eu toute une tournée de présentation dans les instituts français au Salon du livre de Casa de 2014. Et ils ont reçu un accueil. Il y a eu une presse énorme, il y a eu un très bon accueil. En France, apparemment, ça se vend très mal. Donc là, il ne faut pas se faire trop d'illusions. Le problème qu'on a eu, c'est qu'on avait déjà 2 graphies, donc le livre est gros, et qu'on n'a pas mis du tout la version française. Donc on se trouve avec un livre qui s'ouvre, et à part l'introduction qui est en français, il y a très peu de français. Et donc les gens n'arrivent pas à le lire, quoi, n'arrivent pas à rentrer dedans. Je pense que... Moi, je songeais, là, je vais voir si on peut éventuellement le diffuser sur Internet, peut-être que ça marcherait. Parce qu'il y a un autre problème, c'est que dans les pays de l'Afrique du Nord, les gens n'achètent pas de livres, enfin très très peu. Ça coûte trop cher, enfin, bon, et ce n'est pas des priorités par rapport au peu de budget des gens en général. Donc ceux qui étaient partis au Maroc, ils se sont vendus, quoi, il n'y a pas de souci, mais on a essayé, on n'a pas été invité ni dans le salon du livre d'Oran ou d'Alger, enfin je sais pas, le grand salon, ni celui de Tunis, on n'a pas été invité non plus, donc voilà. En ce qui concerne le yiddish, ce livre est intégralement en yiddish à part l'introduction. Il avait tout à fait possibilité d'être vendu dans d'autres pays. Après, ce sont des questions de diffusion, tout simplement. La maison d'édition est très bien diffusée en France, mais elle n'a pas de diffuseur à l'étranger. Donc il faudrait interroger l'éditeur pour savoir si par les Amazon et autres sites en ligne, il y a eu une diffusion du Petit Nicolas en yiddish. En revanche, il y a eu de la presse à l'étranger, notamment dans l'hebdomadaire Yiddish de New York. Il y a eu un article dans plusieurs journaux dans le monde qui s'intéressent à l'actualité de la littérature en yiddish. Je voulais juste faire un insert et excuser Aymar du Châtenay, l'éditeur qui devait être à cette table. J'ai oublié de le faire, je lui demande pardon. Il a été retenu pour des raisons familiales et donc il n'a pas pu être parmi nous, mais il a chargé Michel Alessio de le représenter pour... en tout cas, d'expliquer quelle est l'histoire de cette collection, etc. Enfin, il connaît très bien le sujet. Oui, non, très, très brièvement, effectivement, je l'ai eu hier soir au téléphone. D'abord, pour l'occitan, la diffusion, le problème est vite réglé dans la mesure où les 7 versions occitanes, les différentes variétés, ne sont pas encore éditées. Hein, ce sera pour 2016. Voilà. Oui, Aymar du Châtenay, en tout cas, ce que je peux dire, bon, on l'a vu arriver un beau jour à la délégation générale à la langue française et aux langues de France, avec ce projet un peu aventureux, extraordinaire. J'ai envie de traduire le Petit Nicolas dans toutes les langues de France, comme ça, tout de go. Alors moi, ça m'a tout de suite séduit, évidemment. Mais je lui ai dit, enfin, mais comment vous allez vous y prendre ? C'est énorme. Et puis en plus, bon, il ne faut pas non plus compter sur... bon, c'est un best-seller international, peut-être, enfin en tout cas en français, avec les langues pas possibles dont vous parlez, ce sera peut-être un peu plus difficile. Et puis, alors, il me dit, oui, mais alors vous avez une idée de traducteur, par exemple, parce qu'il en était là. Enfin, c'était juste l'idée même de publier le Petit Nicolas en plusieurs langues de France qui l'intéressait. Alors, je lui ai suggéré le nom de Dominique Cobé pour l'arabe, par exemple, ou bien de Gilles Rosier pour le yiddish, mais vous le connaissiez déjà par ailleurs, enfin, c'est bien tombé, etc. Et puis, c'est lancé là-dedans. Aujourd'hui, il y a, alors, vous avez le Petit Nicolas, alors, en arabe, en yiddish, dans les 4 créoles guyanais, réunionnais,
guadeloupéen et martiniquais. En arménien occidental, vous l'avez en picard, en corse et en breton. Voilà pour aujourd'hui, donc l'occitan est en cours. Et il a l'intention... Alors, certains sont bilingues avec le français, c'est aussi une question d'épaisseur aussi, ensuite certains directement dans la langue en question. Et il a l'intention, et il insiste là-dessus, je crois que c'est de traduire dans toutes les langues les 75 en question. Et, me disait-il, il faut bien insister là-dessus, ce sera sans doute le seul titre dont on pourra dire qu'il est traduit dans les 75 langues de France. Je crois que même la Bible n'est pas traduite dans toutes ces langues-là. Les 10 exemplaires, enfin les 10 langues les 10 volumes dans les 10 langues qui ont déjà été traduits sont en vente en bas, si vous voulez aller jeter un coup d'œil. Voilà. Il y avait une deuxième question. Hein. Oui, Agnès de Sarthe, c'est pour reparler de quelque chose qui a été évoqué tout au début de cette table ronde, c'est la question de la traduction des prénoms. On a bien entendu qu'il y avait des problèmes d'assonance, de sonorité, ce que les langues peuvent prononcer, etc. Mais je me demandais si quand on traduit, parce que Le Petit Nicolas, c'est un grand classique de la littérature française, c'est bien pour ça qu'il a été choisi, à mon avis, pour être traduit dans toutes ces langues de France. Et je me demandais si quand on traduisait un grand classique dans une langue, quand c'était un grand classique de la littérature pour adultes, on traduisait les prénoms. Il ne me semble pas. Et je me demande pourquoi on le fait quand c'est dans la littérature pour les enfants, parce que moi j'ai l'impression que c'est mettre le doigt dans un engrenage, parce que si on commence à traduire un prénom, ça veut dire que ça ne se passe pas en France, ça veut dire que ça se passe dans un pays où les gens s'appellent tous avec des noms, je ne sais pas, ou un pays imaginaire. Et je me pose vraiment cette question, et c'est une question, voilà. Est-ce qu'on le ferait pour un livre pour adultes? Et si on le fait pour enfants, pourquoi? Pour ma part, je ne suis pas loin de penser comme vous que c'est peut-être... Moi, j'ai pris une voie moyenne, plutôt une adaptation qu'une traduction, comme on l'a fait pour l'arabe, par exemple. Mais en effet, ça demande encore réflexion. Et pourquoi ne pas faire dans la littérature pour enfants ce qui se fait? Alors, en principe, oui, mais si, je crois que c'est assez général pour la littérature pour adultes, c'est-à-dire maintenir les prénoms, les noms tels qu'ils sont, bien sûr. C'est aussi effectivement la raison pour laquelle on a maintenu je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais pour laquelle on a maintenu, après moult discussions. Sharon était plutôt pour les yiddishisés, et moi j'étais plutôt pour les garder en français, de la même manière qu'en France on n'a pas vendu Henry Potter, mais Harry Potter. Oui, Ça marche pas. Ça marche pas? Si, il devrait. Mounir? merci. Je pense que cette question des traductions ou non des prénoms est vraiment importante, primordiale, et moi je la rencontre dans des traductions que j'ai entreprises un peu à l'heure actuelle. Je pense qu'il ne faut pas mettre de règles. Je pense que pour la littérature pour adultes, pour des romans, disons, d'un certain niveau, c'est assez naturel qu'on ne traduise pas les prénoms, parce que les gens qui vont lire comprennent bien que les héros appartiennent à telle culture, à tel pays. Mais par exemple, pour Le Petit Nicolas, je pense qu'il faut absolument trouver des choses qui résonnent, pas des équivalents, disons, des choses qui résonnent dans la langue de traduction comme elles le font en français. Alors, je voulais donner cet exemple tout à l'heure, vous me donnez l'occasion de le faire. Le chien de Geoffroy, c'est ça, s'appelle Hot Dog. Donc Hot Dog en yiddish. Donc du coup, on a traduit par Klepsele, qui est le diminutif de klops. Un klops, c'est une espèce de gros pain de viande qui est vraiment un des plats les plus courants en yiddish. Et puis en plus en français, Klepsele pour un chien, ça faisait pas mal. Non, pour ce genre Et en arabe maghrébin aussi d'ailleurs. Parce qu'il y a énormément de messages qui passent par les prénoms, et si on ne traduit pas le prénom et qu'il n'y a plus de messages qui passent, c'est dommage. Donc, c'est un travail difficile, mais je pense qu'il faut vraiment trouver des équivalents. Alors moi, je vous donne une information, le Petit Nicolas est intégralement traduit en turc. Quand je suis arrivée en Turquie, j'ai trouvé ça bizarre. Le Petit Nicolas s'appelle Pıtırcık.
qui veut dire petit gamin en quelque sorte, mais ça sonne assez bien. Bon, pour la suite, malheureusement, je n'ai pas l'habitude de le lire en turc, mais je vais le faire dès mon retour, parce que j'ai trouvé ça très intéressant. Pour la diffusion des langues régionales, enfin la diffusion, pour faire exister, disons, les langues régionales, je pense que c'est très bien de traduire des œuvres comme ça, mais je pense que c'est aussi important de développer une littérature originale dans ces différentes langues. Bien sûr, ça a été dit d'ailleurs, et c'est tout à fait quelque chose qui est au cœur du débat. C'est évoqué dans la préface de Michel Alessio. La traduction est une façon de nourrir les langues. Nous y reviendrons d'ailleurs probablement aux prochaines assises, où il sera question de décolonisation, je peux l'annoncer. Et nous avons eu ce genre de débat, par exemple, avec Boubacar Boris Diop, qui est quelqu'un qui est en train de faire une collection de traductions chez Zulma, en Wolof, qui va être diffusée au Sénégal, pour qu'une littérature en Wolof se nourrisse de traductions de grandes œuvres de la littérature mondiale. Voilà. Et c'est une démarche qui existe dans beaucoup de pays et qui est effectivement très enrichissante. Et il y a de nombreuses littératures qui sont nées de la traduction, notamment évidemment la traduction de la Bible, comme la littérature arménienne entre autres, ou géorgienne, tout ce qu'on voudra. Moi, juste 2 mots, effectivement, ce que je dis, c'est qu'une langue, il y a plusieurs modalités d'existence d'une langue, et une langue vivante, c'est une langue qu'on traduit, mais c'est aussi une langue dans laquelle on traduit. Voilà. Et puis pour le nom de hot dog, là, aussi je me suis creusé la tête, et je l'ai traduit par Pambagna. Alors, pour répondre à Agnès, hot dog, on l'a gardé hot dog, nous. C'est tous les autres prénoms qu'on a traduits. C'était un petit peu un clin d'œil. Tous les noms de lieux sont français, genre la Côte d'Azur, je ne sais plus quoi. Donc, la situation est clairement en France. Les prénoms étaient changés plutôt par jeu de mots que par... Mais c'est vrai que si on convoque la psychanalyse, je crois que là, on a fait un truc très très grave en les traduisant. Mais bon, c'était un clin d'œil pour nous. On n'a plus le temps de prendre qu'une seule question. Oui, très rapidement. Pour les réalias, je crois que la traduction des réalias, ça pourrait faire l'objet de tout un colloque. Non, je voulais dire, madame, peut-être que si ça marche moins bien en arabe, si j'ai bien compris, est-ce que vous ne croyez pas aussi que c'est une question d'humour qui ne passe pas? Est-ce que ça fait rire un arabe, un petit garçon qui ne fait pas son problème lui-même, et toute la famille se déclare malade parce qu'ils ne peuvent pas le faire non plus? Tout humour n'est pas traduisible justement parce que ce qui fait rire un russe ne fait pas forcément rire un français, vice-versa, et voilà... Alors là, très clairement, on s'adresse initialement à des Français qui se trouvent ont de l'arabe dans leur famille. Mais c'est des gens qui sont dans l'école française, qui ont grandi en France et qui sont 100% français. Après, ils ont en plus des passés, des liens avec le nord de l'Afrique. Bon, ceci dit... Mais pourquoi le lire en arabe alors? S'ils sont 100% français, ils n'ont pas besoin de la traduction. Non, ils n'ont pas du tout besoin de les lire en arabe. C'est sûr que c'est beaucoup plus facile pour eux de le lire en français qu'en arabe. Soyons très clairs. Hein. C'est ce qu'on évoquait tout au début de la table ronde en disant que la finalité de cette traduction n'est pas du tout la même. Il ne s'agit pas de faire connaître un livre, mais de faire connaître une langue. C'est plutôt l'exercice qui était difficile. Et pour ce qui est de l'humour, ça passe très très bien. Alors, pour vous donner une autre réaction, qui n'est pas une réaction française, je vous parle de la réaction qui a eu lieu au Maroc. Et là, ça marche... extrêmement bien, les gens sont morts de rire, hein, donc il n'y a aucun problème de décalage de l'humour. Hein. Merci beaucoup. Je vous propose de prendre 5 minutes de pause avant d'avoir le retour de Heinz Wiesmann sur ses assises.